Avant qu'il n'y ait un impérium, il n'y avait que Terra. Et même ce mot, Terra, n'était plus qu'une relique prononcée par des langues couvertes de cendres, dont on ne se souvenait que parce qu'il n'y avait plus personne pour le remplacer. La terre s'était fracturée en zones de guerre, hurlant à travers chaque continent, chaque mer depuis longtemps bouillie ou noircie. Des tempêtes de données et de feu encerclaient des cieux qui n'avaient plus d'étoiles. Le berceau de l'humanité était devenu un cimetière de tyrans concurrents, chacun détenant le pouvoir non pas grâce à la sagesse, mais grâce à des machines récupérées et à la promesse de souffrance. L'âge de la guerre a bien fait son travail. Pendant des siècles et des siècles, Terra s'est noyée dans un silence rompu uniquement par des cris et des parasites. Les tempêtes Warp hurlaient au-dessus d'elle, la coupant de la galaxie. Les anciens systèmes s'effondrèrent en poussière et en verre. La technologie, autrefois utilisée avec clarté, était désormais crainte, vénérée ou totalement incomprise. Ce qui avait été un savoir est devenu un dogme. Ce qui avait été la science devint de la sorcellerie. Les villes n'étaient plus construites, elles étaient enterrées, recouvertes de ruines et de réacteurs dont les objectifs avaient été oubliés, même par ceux qui les alimentaient. Sur cette planète hantée, les seigneurs de guerre techno-barbares se sont développés comme des tumeurs. Des voûtes irradiées de Hy-Brasil aux ruines de Pan Pacifica, chaque seigneur s'est taillé un domaine dans les décombres. Ils portaient des armures cousues à partir de reliques pré-impériales, maniaient des armes qu'ils ne fabriquaient ni ne réparaient, et se couronnaient eux-mêmes rois de la rouille et de la fumée. Certains chevauchaient des machines de guerre encore à moitié conscientes. D'autres s'inclinaient devant des IA brisées qui murmuraient depuis d'anciens trônes, promettant la victoire avec des voix teintées de folie. Il ne s'agissait pas d'empire. Il s'agissait de parades funèbres, de spectacles sanglants de survie et de ruines ritualisées. Des gangs génétiques, des Radkin, des prêtres charognards, des peuples entiers élevés pour une seule génération de guerre avant d'être réduits en poussière sous les roues de l'ambition d'un autre. La langue s'est fracturée, la mémoire s'est décomposée, rien ne les unissait, sauf la violence. Et puis, quelque chose a bougé en dessous de tout ça, pas bruyamment, pas avec des proclamations ou des coups de tonnerre, mais avec une volonté tranquille, une précision affinée au fil des siècles. Au milieu de la ruine, quelqu'un s'est souvenu. Quelqu'un n'avait jamais oublié. Il n'est pas descendu du ciel. Il n'a pas surgi de la mer. Il a toujours été là, observant, attendant, marchant à travers les âges sous des noms aujourd'hui perdus, portant des visages aujourd'hui introuvables. Un être enveloppé dans le mythe, si étroitement que le mythe est devenu une fausse piste. L'empereur n'est pas apparu, il est revenu. Dans les terres arides de l'Ouest, une dynastie entière de seigneurs de la guerre a disparu en une seule nuit. Non pas par des bombes, mais par le silence. Leurs tours sont restées, mais leurs chefs n'étaient plus que des cendres. Dans les steppes froides, une tribu technicienne a vu son réacteur réactivé et scellé, câblé de l'intérieur par quelque chose qu'elle n'a jamais vu. Dans les ruines de l'Urch autrefois puissant, des mages de sang se mirent à rêver dieux dorés qui les observaient sous leur peau. Il n'a pas fait de discours, il n'a pas porté de couronne. Au lieu de cela, il a commencé à se modeler. Là où d'autres gouvernaient par la peur, il appliquait le savoir comme une lame. Là où d'autres s'agenouillaient devant des esprits machines corrompus, il rappelait aux machines leur raison d'être
et les forçait à obéir. Dans les laboratoires cachés sous la glace noircie, il a forgé de nouveaux outils, pas des armées, pas encore, mais des méthodes, des systèmes, des plans de domination. Il a observé les chefs de guerre dépenser leur rage les uns contre les autres. Il a mesuré leur orgueil, catalogué leurs rituels. Il les a laissés croire qu'ils possédaient le monde qu'ils dévoraient. Pendant tout ce temps, il construisait. Pas seulement des soldats, mais un avenir. Il n'était pas miséricordieux. La miséricorde n'a pas sa place ici. Ce qu'il apportait, c'était tout autre chose. L'inévitabilité. Un élan que personne ne pouvait arrêter parce que personne ne pouvait le comprendre. Lorsque son nom est passé des lèvres aux esprits et aux prières, il était trop tard. Les villes ont juré fidélité à un personnage qu'elles n'avaient jamais vu. Les ingénieurs suivaient les ordres des documents signés par un symbole qu'ils ne pouvaient pas remettre en question. Des assassins ont échoué sans savoir pourquoi. Le monde avait déjà commencé à changer, mais ce n'était pas encore l'unité, pas encore l'ordre. La tempête hurlait toujours sur Terra. Les seigneurs de guerre régnaient toujours sur leur royaume brisé, sourds à la forme qui s'approchait. Mais les schémas se modifiaient. Certains tombaient sans savoir pourquoi. D'autres étaient consumés de l'intérieur. De vieilles alliances s'effondrèrent dans l'ombre de quelque chose de plus grand que l'ambition. Une présence dorée se promène sous l'horizon. Dans les endroits où de vieux satellites passaient encore au-dessus de nos têtes, leurs optiques délabrées laissaient entrevoir des mouvements là où il n'y en avait pas. Des signatures thermiques sans origine, des infrastructures se développant là où il n'y avait pas de bâtisseurs, des signaux encodés dans des langues antérieures à l'âge de la guerre et qui lui survivraient. Et quelque part, sous les sommets de l'Himalaya, dans des chambres recouvertes de sceaux de civilisations oubliées et de machines trop pures pour appartenir à cet âge, l'empereur se tenait devant sa première expérience de chair et de tonnerre. La période de calme s'achève. Terra gisait encore, brisée, tailladée et saignante, sous un ciel de cicatrices. Mais dans la poussière, une forme avait émergé. Pas l'espoir, pas le salut. Juste un but. Le genre qui ne demande pas la permission. Le genre qui ne s'arrête jamais. Il n'a pas annoncé sa venue. Il n'y a pas eu de cornes, pas de déclaration. Pas de prophétie s'enflammant dans le ciel ou de présage tracé dans le sang. L'empereur n'est pas descendu comme un conquérant, ni ne s'est élevé comme un messie. Il s'est déplacé comme une fatalité. Ressenti, pas vu. Compris, mais pas connu. Là où il marchait, le monde se réalignait. Pas dans l'admiration, dans la structure. Et lorsqu'il a choisi de faire la guerre, ce n'était pas avec des soldats. Pas encore. C'était avec des concepts faits chair. Sous la croûte de Terra, dans des chambres plus anciennes que le langage, ses œuvres ont commencé. Pas des œuvres d'art, pas des œuvres de foi. C'étaient des œuvres d'intention, des corps qui ne pouvaient pas se briser, des volontés qui ne plieraient pas, des êtres construits pour la guerre dans son état le plus pur, sans hésitation, sans relâche, sans se soucier de quoi que ce soit au-delà du prochain commandement. Ils ne s'appelaient pas encore Thunder Warriors. Ils n'avaient pas de nom, uniquement des chiffres, seulement des fonctions. Là où il y avait des hommes qui se battaient pour des drapeaux, des parents ou la vengeance, il y a maintenant des instruments. Sculptés dans la matière génétique et enveloppés de brutalité artificielle, ils n'étaient pas nés de la culture, mais de la correction. Leurs os ont été renforcés, leur musculature a été fusionnée avec des greffes de fibres.
Leurs esprits ont été taillés, aiguisés, orientés vers l'agression et l'obéissance à parts égales. Certains sont morts avant d'être debout. D'autres hurlèrent dans des langues qu'il fallut effacer de la mémoire. Mais ceux qui vécurent, ceux qui endurèrent la forge, devinrent quelque chose que Terra n'avait pas vu depuis des millénaires. La précision rendue monstrueuse. Et lorsqu'ils ont défilé pour la première fois, le sol s'est souvenu. Le ciel au-dessus de ce qui avait été Albia se fissura sous l'artillerie, et la fumée lorsque la Légion sans nom émergea. Leurs armes n'étaient pas élégantes. Leurs armures, épaisses et inélégantes, se hérissaient avec une efficacité rudimentaire. Leurs corps n'étaient pas gracieux, mais massifs, brutaux. Chaque pas était une promesse, ce n'était pas une bataille. Il s'agissait d'une correction. Les chefs de guerre ont d'abord ri, jusqu'à ce que le son s'arrête. Jusqu'à ce que leurs champions soient brisés non pas en duel, mais en essaim. Jusqu'à ce que leurs machines à reliques soient ouvertes à main nue et que leurs forteresses soient percées sans siège. Jusqu'à ce que les derniers de leurs prêtres de données brûlent leur propre bibliothèque, juste pour empêcher l'ennemi de savoir comment ils avaient régné autrefois. Les Thunder Warriors n'avaient pas d'héraldique, pas d'archives, pas de nom prononcé dans la gloire. Ils n'ont pas laissé de chansons, seulement des cratères. Certains ont pleuré à leur vue, non pas par peur, mais par reconnaissance, que quelque chose s'était produit qui dépassait l'échelle de leur petit règne. La guerre, la vraie guerre, était revenue sur Terra, non pas sous la forme du chaos, mais sous celle de l'équation. Ils se sont battus sans relâche. Ils sont morts souvent, mais sans gaspillage. Chaque perte était étudiée, chaque défaut est corrigé. L'empereur ne les observait pas en tant que père, mais en tant que sculpteur ajustant l'argile sous le feu. Ce n'étaient pas des fils, il s'agissait de projets. Et il était encore en train d'apprendre. Les premières itérations étaient instables. Leur rage était trop proche de la surface. Certains se sont retournés contre leurs alliés lorsque leurs ennemis se sont taris. D'autres ont dû être abattus par leurs propres manipulateurs. Mais ce n'était pas un échec. C'était un perfectionnement. Un plan d'action aiguisé par le sang. Il y a eu des chuchotements, bien sûr. Dans les cales lointaines, de vieux psychers ont senti que quelque chose d'immense approchait. Dans les temples de montagne, les ordres isolés se sont tus lorsque des rêves dorés ont commencé à perturber leur méditation. Et dans les terres désolées du plateau himalayen, où quelque chose d'ancien s'agitait, même les vents commençaient à porter le parfum de la faim. Car la guerre, désormais, ne s'improvise plus. Cela a été orchestré. Les guerriers du tonnerre se sont répandus sur Terra par vagues calculées. Chaque région les a testés. Chaque seigneur de guerre a alimenté l'algorithme. L'empereur n'a pas gaspillé de soldats sur un terrain dont il n'avait pas besoin. Il n'a pas puni la rébellion. Il l'a effacée, puis a réaffecté les ruines. Dans certaines campagnes, des populations entières ont été épargnées. Dans d'autres, elles ont été éliminées comme des infections. Il n'y a pas de modèle. Il n'y avait qu'un résultat. La victoire, encore et encore. Pas propre, pas gentille, mais imparable. Alors que la carte de Terra commençait à se déplacer, un silence s'installa entre les seigneurs de la guerre. Ceux qui s'étaient moqués se tournaient maintenant vers l'intérieur, se fortifièrent, prièrent. Aucun ne se faisait confiance, et aucun n'osait prononcer le nom de la figure derrière le tonnerre, parce qu'il ne la connaissait pas. Il savait seulement que partout,
où l'horizon se fissurait et où la fumée s'échappait des montagnes brisées, l'avenir s'écrivait dans des pas qu'ils ne pouvaient pas distancer. Certains ont essayé la diplomatie. On n'a plus jamais entendu parler d'eux. D'autres ont essayé de copier les Thunder Warriors, des contrefaçons grossières de laboratoires génétiques et d'anciens modèles. La plupart ont échoué. Ceux qui ont réussi ont tenu des semaines. Leurs corps se sont déformés. Leurs esprits se sont effondrés. Une faction entière a sombré dans la folie, ses propres soldats se dévorant les uns les autres dans une frénésie de protocoles de commandement défaillants. Seule la conception de l'empereur a perduré, mais il ne leur a donné aucun honneur. Pas de titre, pas d'histoire. Il suffit de fonctionner. Ils étaient le silence avant l'Empire. La tempête qui a précédé l'aube. Il ne disait pas sa volonté. Ils étaient sa volonté, concrétisée, puis refaite à nouveau. Alors que les derniers palais de la résistance tombent, que les trônes se transforment en scories et les archives en vapeur, le monde commence à basculer vers quelque chose qu'il ne peut pas encore nommer. L'unité n'est pas là. Mais le tonnerre l'a fait. Ils s'appelaient eux-mêmes rois, certains des empereurs, d'autres des dieux. Vêtus d'armures d'albâtre et d'ornements dorés d'un âge oublié, les tyrans d'Europa se tenaient sur les ruines de la vieille terre et déclaraient leur domination éternelle. Ils portaient des insignes récupérés dans la poussière atomique, reconstruisaient des trônes à partir de reliques brisées, se couronnaient de circuits et de mythes. Leurs noms étaient gravés dans les os de leur peuple, diffusés par des vox-spires et gravés dans la peau de soldats élevés pour servir un seul but, la survie sous la suprématie. Mais la suprématie n'est pas synonyme d'ordre. Et l'ordre avait commencé à bouger. Au début, les Thunder Warriors sont apparus comme des géants de la rumeur, avec des yeux qui ne clignaient pas, des voix qui ne parlaient pas, mais qui commandaient. Ils ne portaient pas d'or, ils ne portaient pas de bannière, ils n'ont pas prêté serment. Ils avançaient en silence, dans la neige, dans le smog, dans des couloirs fortifiés que l'on croyait impénétrables. Ils n'étaient pas des hommes, ils étaient des maths. Les tyrans riaient, bien sûr. La guerre a toujours été un théâtre, une position, une posture. Pour régner, il fallait être vu en train de le faire. La magnificence forgée par la peur, et la peur multipliée par le rituel. Mais les guerriers du tonnerre ne reconnaissaient pas l'apparat. Ils ne s'arrêtaient pas pour rendre hommage, ne s'agenouillaient pas devant les rois, ne diffusaient pas de demande de reddition. Ils sont simplement entrés. Et une fois entrés, ils ne sont plus repartis. Les bastions alpins sont tombés en moins d'une semaine. Des dizaines de tours ont été brisées par le feu cinétique et la force brute. La voix du tyran, autrefois relayée par des milliers de relais, fut réduite au silence en plein commandement. Ces derniers mots réduits à l'état de statique, écrasés sous l'acier qui s'effondrait. Les survivants, s'il en reste, fuient non pas pour se regrouper, mais pour enterrer les preuves qu'ils peuvent avoir de leur lignée. Pas de survivants, pas de succession. Il s'agit simplement d'une cessation. L'empereur n'a pas abordé la question de la conquête. Pas de déclaration, pas de carte redessinée avec des lignes en gras. Ses forces se déplacent dans un but précis, sans cérémonie. Chaque campagne est calculée avec une efficacité impitoyable. Éliminer l'irrationnel, le remplacer par le contrôle. Là où les cultures pouvaient être sauvées, elles étaient restructurées. Là où la résistance persistait, elle était étudiée, brisée et absorbée. Dans le sud de l'Europe, près des vestiges de ce qui avait été Byzance,
La prêtrise albienne des machines offrait une résistance d'un autre genre. Leur cathédrale de données pulsait de technologies volées et d'algorithmes réveillés. Ils invoquaient des constructions de la croûte, armaient des anomalies atmosphériques, conjuraient des tempêtes depuis l'orbite. Leurs cieux saignaient le code. Les Thunder Warriors ont répondu par la chair et la flamme. Pas seulement par la force, mais par la compréhension. L'empereur n'avait pas besoin de faire du spectacle avec du spectacle. Il éteignit les éruptions solaires d'un seul ordre, transmis par un réseau de satellites oubliés, repris quelques instants avant sa destruction. Les prêtres machines virent leur propre construction se replier sur elle-même. Leur forteresse fut percée non pas par un siège, mais par le silence. Toutes les défenses ont été rendues inertes. Chaque voûte s'ouvrit de l'intérieur. Europa s'est fissurée. Ce qui avait été un continent de rois rivaux est devenu un désert de questions. Les tyrans disparaissent. Leurs palais sont devenus des théâtres d'opérations. Leurs armées des notes de bas de page. Les gens, ceux qui ont vécu, n'ont été ni libérés ni punis. Ils ont été réorientés. Parce que la guerre n'était pas pour la liberté. Il s'agissait d'un alignement. C'est ainsi qu'un schéma s'est dessiné à travers les ruines. Aucune bannière ne s'est levée, aucun discours ne résonne. Et pourtant, toutes les régions conquises ont commencé à afficher la même cadence. Les routes ont été remises en état, non pas pour le commerce, mais pour le mouvement. Des réseaux électriques réaffectés, non pas pour éclairer les maisons, mais pour entretenir les usines. Des langues entières disparaissent, des échantillons de gènes sont prélevés, des lois réécrites par des hommes qui n'ont jamais parlé, mais seulement obéi. Une bannière silencieuse, invisible, commence à s'élever. La présence de l'empereur n'est pas ressentie comme une lumière, on sentait comme une pesanteur. Au fur et à mesure que les seigneurs de la guerre tombaient, ceux qui régnaient encore commençaient à s'effondrer. Certains se sont retournés les uns contre les autres. D'autres se sont retirés dans des bunkers construits sous des couches de mythes et de béton. Mais les guerriers du tonnerre étaient implacables. Ils n'avaient pas besoin de se reposer. Ils n'avaient pas besoin de célébrer. Chaque victoire n'était qu'un tremplin vers la suivante. Ils se déplacent comme une logique. Ils ont frappé comme une doctrine. Dans les profonds ravins de l'Est de l'Europe, un tyran a fait exploser sa propre citadelle de montagne plutôt que de se rendre. Son peuple s'est consumé avec lui. Son nom s'est perdu. Il n'y a aucune trace de réponse. Les Thunder Warriors ont simplement changé de cap et ont continué. L'empereur ne porte pas le deuil. Le monde était en train d'être remodelé et non pas reconstruit. Et lentement, Europa est devenue silencieuse. Pas paisible. Juste, tranquille. Un nouveau silence s'installe. Pas le silence de la peur. Pas même celui de la soumission. C'était le silence de quelque chose de plus grand qui s'imposait. Le sentiment que l'histoire elle-même était en train de s'aplatir. Tout ce qui brillait autrefois, tout ce qui criait autrefois, toutes les tours couronnées de pierres blanches et d'arrogance rayonnante, tout cela n'existait plus. Des tyrans d'albâtre, réduits en poussière sous des bottes qui n'ont pas fait de pause. Et dans ce silence, quelque chose d'autre s'est développé. Les premiers murmures d'unité. Pas à haute voix, pas encore, mais ressentis. Toutes les colonies survivantes ont commencé à s'orienter vers la source du silence.
non pas parce qu'on leur a dit de le faire, mais parce que la résistance n'avait plus lieu d'être. Ils ne se battaient plus pour régner, ils apprenaient à suivre. L'unité, lorsqu'elle est apparue, n'est pas arrivée les mains ouvertes. Il n'y a pas eu de traité gravé dans des promesses mutuelles, pas de rassemblement de dirigeants sous des bannières repeintes avec des emblèmes communs. Le monde ne s'est pas calmé dans l'harmonie, il a été écrasé dans la symétrie. Pièce par pièce, une ruine s'est pliée à une autre, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de consensus, mais un contrôle. L'empereur ne cherche pas d'alliés, il cherche des résultats. Et les résultats ont nécessité une élimination. Les chefs de guerre qui restèrent après la chute d'Europa n'étaient pas les plus forts, seulement les plus têtus. Leur esprit s'accrochait encore à l'idée que la règle pouvait être négociée, qu'il y avait peut-être de la place pour exister au sein de ce nouvel ordre, s'ils se soumettaient simplement un peu plus lentement que les autres. Mais il ne s'agissait pas d'un empire conquérant de compromis. Il s'agissait d'un système en cours de correction. La résistance est devenue mémoire, et les souvenirs s'estompent. Les guerriers du tonnerre, désormais légion, désormais inflexibles, n'avançaient plus en réponse à un défi. Ils étaient envoyés à titre préventif. Des régions entières ont été nettoyées, non pas parce qu'elles s'étaient rebellées, mais parce que leur philosophie était incompatible avec ce qui se préparait. Des villes ont brûlé non pas en guise de punition, mais en guise de recalibrage. Des banques de données, des histoires et des cultures entières ont disparu sans un mot. Leur disparition n'a pas été pleurée, on en a seulement pris note. Dans la ceinture équatoriale, une société de philosophes a survécu grâce à la neutralité. Ils avaient armé la pensée, développé la raison comme moyen de défense. Leurs sentinelles ont débattu avec les envahisseurs pour les mettre en stase. Mais face aux guerriers du tonnerre, la logique n'avait plus lieu d'être. Leurs flèches sont tombées dans le silence. Leurs textes furent ensevelis sous la cendre. L'empereur ne discuta pas. Il l'a remplacé. Ailleurs, des enclaves côtières autrefois alignées sur la prêtrise albienne ont tenté de troquer leur loyauté contre une autonomie locale. Une audience leur a été accordée. Puis elles ont disparu. L'océan s'est soulevé et a englouti la côte, guidé par des géotremblements réveillés par commandement. La marée ne s'est pas retirée. Le point a été fait. L'unité n'était pas la destination, c'est l'instrument. Et alors que la surface de Terra commençait à se stabiliser, le ciel commença à s'obscurcir. Non pas en termes de lumière, mais en termes de possibilités. Aucune nouvelle bannière ne s'éleva. Aucun ancien symbole ne subsistait. Au lieu de cela, il y avait une étrange absence, un affaiblissement de l'opposition qui ne laissait derrière lui que l'efficacité. Sous ce système en pleine expansion, l'infrastructure s'est développée. Des routes d'approvisionnement ont été construites non pas pour le commerce, mais pour la guerre. L'échantillonnage génétique a été normalisé sur l'ensemble des territoires. La distribution de nourriture a été restructurée, non pas en fonction du goût ou de la tradition, mais de l'optimisation calorique. Les noms des établissements ont été remplacés par des codes. Les langues ont été standardisées jusqu'à ce que même la mémoire ne puisse plus se rebeller. L'empereur n'exige pas de loyauté. Il a exigé l'alignement. Dans les ruines reconquises de l'ancienne Mérica, un groupe de guerriers a tenté de résister par la ferveur religieuse. Ils peignaient leurs chars avec des symboles de feu, invoquaient d'anciens dieux de la guerre et attachaient leurs soldats dans des armures sacramentelles. Pendant un moment, ils ont semblé pouvoir ralentir l'avancée des troupes. Ils ont été effacés en 6 heures. Leurs monuments ont été brisés.
Leurs cathédrales ont été transformées en raffineries de génomes. Leurs noms ont été effacés du peu de données qui subsistaient, non pas parce qu'ils étaient dangereux, mais parce qu'ils n'étaient plus utiles. La vision de l'empereur est vaste, mais elle n'est pas sentimentale. Pour lui, la terre n'est pas une maison, mais une fondation. Et les fondations ne se négocient pas. Elles sont rendues stables par l'enlèvement, la force, la pression. Une seule brique défectueuse ne pouvait être tolérée, non pas parce qu'elle résisterait, mais parce qu'elle répandrait l'incertitude. Ainsi, même ceux qui ont accepté le nouvel ordre, tranquillement, volontairement, ont été restructurés. Les dirigeants ont été rétrogradés, les populations se sont déplacées, les coutumes ont été révisées, non par cruauté, mais parce que la survie dépendait de l'uniformité. Et l'uniformité n'était possible que par le désassemblage. Les Thunder Warriors n'ont pas remis en cause ces méthodes. Ils ont exécuté les ordres avec la même précision brutale que d'habitude. Ils n'étaient pas des symboles de libération. Ils étaient des outils, des moteurs, la forme du changement appliqué à la chair. Et pourtant, l'empereur ne parle pas au monde. Pas de diffusion, pas de discours, pas de vision partagée depuis un trône d'or. Il est resté une présence derrière des modèles, un silence au centre d'une tempête. Ceux qui tentaient de l'atteindre par la parole se retrouvaient à parler dans le vide. Ceux qui tentaient de l'atteindre par la violence se retrouvaient défaits. Certains n'ont essayé ni l'un ni l'autre, et ont disparu de toute façon. Dans une province du Nord, toute une population connue pour sa pureté génétique et sa rigueur philosophique a été déplacée du jour au lendemain. Non pas parce qu'ils représentaient une menace, mais parce que leur stabilité pouvait interférer avec l'algorithme d'intégration. Leurs campements ont été remplacés par des complexes de production. Le monde était en train d'être repavé. Et dans la foulée, un étrange silence s'est installé sur Terra. Pas la paix, pas la guérison, mais l'absence de variance. Les frontières se sont dissoutes. Les alliances ne signifiaient plus rien. Toutes les cartes se sont redessinées vers un centre silencieux. L'unité n'était pas un avenir. Il s'agissait d'un filtre. Ceux qui y sont passés sont restés. Ceux qui ne l'ont pas fait, ne l'ont pas fait. Au-delà de la sphère bleue de Terra, Mars brûle de rouge, non pas de guerre, mais d'industrie. Elle ne crie pas, elle ronronne. Des forges sans fin tournent sous un ciel étouffé par les données et la poussière. Et sous ce ciel, les prêtres de la machine observent. Pas dans la peur, en calculant. Car si la Terre était gouvernée par des seigneurs de la guerre, Mars avait choisi une voie différente. Elle s'était fragmentée, oui, comme Terra, mais pas en rois féodaux. Elle s'était fragmentée en modèles, des ordres, des programmes dont le but était écrit en lettres de fer. Le culte Mechanicum n'avait pas oublié ce que les autres faisaient. Il se souvenait des anciennes méthodes, non seulement de la façon de faire la guerre, mais aussi de la façon de la construire. Ainsi, alors que la Terre brûle, Mars perdure. Elle n'a pas vaincu, mais elle n'est pas tombée non plus. Son orbite était scellée par des satellites sentinelles dont les noms avaient été perdus. Sa surface brillait de grilles d'énergie en forme de runes anciennes, se chevauchant dans des géométries sacrées. Chaque enclave de monde forgé était à la fois un temple et une arme. Ce n'était pas l'unité, mais c'était une fonction. L'empereur n'arrive pas en force. Il est arrivé seul. Pas de légion de guerriers du tonnerre, pas de bombardement, pas de menaces, parce que Mars,
ne s'agenouille pas devant la force. Elle s'agenouille devant la certitude. La descente n'a pas été annoncée. Le ciel martien, épais de cendres et de particules statiques, s'est brièvement dégagé, non pas à cause de la météo, mais par respect des règles. Il marcha sur un sol rouge qui rappelait ce à quoi l'humanité avait autrefois aspiré. Un monde de synthèse. Une planète qui ne rêvait pas de domination, mais seulement de compréhension. Le Mécanicum a observé son approche. Ils ont effectué des simulations, des milliers, des scénarios de refus, d'alliance, de tromperie, de subversion. Les probabilités montaient en spirale à chaque pas qu'ils faisaient, s'inclinant non pas vers la victoire ou la défaite, mais vers l'inéluctabilité. Il savait ce qu'il était, pas son nom, mais sa forme. Il était ordonné, raffiné, et Mars a respecté l'ordre. Les salles des prêtres rouges n'étaient pas silencieuses. Des psaumes de machines résonnaient dans les couloirs de chrome, tandis que les serviteurs récitaient des litanies à l'Omnitia. L'ancien mythe du dieu machine avait depuis longtemps prédit un tel visiteur, doré, précis, illimité. Que la prophétie ait façonné la perception ou que la perception ait façonné la prophétie, cela n'avait plus d'importance. Il était venu. L'accord n'a pas été signé avec un stylo ou du sang. Il a été prononcé, puis codé, puis enregistré dans des scripts à impulsion sous la croûte martienne. L'empereur n'a pas exigé la soumission. Il a offert l'alignement. Pas avec des mots, mais avec des plans. Il leur a donné des schémas. Des plans dessinés non pas pour la conquête, mais pour la perfection. En échange, ils lui ont donné les moteurs des étoiles. Ce n'était pas l'alliance telle que le reste de l'humanité la concevait. Ce n'était pas la paix. C'était une interface. Il n'a pas demandé au Mécanicum d'abandonner leur foi. Il en est simplement devenu l'accomplissement. Ils ont vu en lui la prophétie de l'omniscience, non pas un homme, mais une fonction. Non pas un dieu, mais la plus haute machine. La chair n'est pas une faiblesse, mais une interface. Et à ce moment-là, les vieux schismes de la pensée entre logique et dévotion se sont effondrés en quelque chose de plus net. La croyance est devenue architecture. Il leur a permis de conserver leurs rites, leurs nuages d'encens, leurs prières binaires. En retour, ils construisaient pour lui des moteurs titanesques, des vaisseaux vides, des armes capables de briser des planètes. L'empereur ne vénérait pas leur dieu. Il leur en a donné de nouveaux, revêtus de fer, commandés par un but précis. Mars ne s'incline pas. Mais il s'est retourné. Ces cathédrales forgées ont commencé à fabriquer non pas pour leurs propres besoins, mais pour sa vision. Ces banques de données ont commencé à transmettre non pas des hérésies, mais des solutions. 1 millier de silos s'ouvrirent. Des voûtes longtemps verrouillées par des codes oubliés devinrent soudain conformes. La planète rouge s'est pliée, non pas dans la défaite, mais dans la conception. Et à partir de cet accord, le Mécanicum est devenu quelque chose de plus. Pas seulement des observateurs de l'esprit de la machine, mais ses apôtres. Ils ont été autorisés à dominer la technologie, à condition qu'elle soit au service de sa grande application. L'empereur n'interviendrait pas dans leurs rites tant que leurs produits s'aligneraient sur l'unité. Ils pouvaient croire ce qu'ils voulaient, à condition d'obéir. Et c'est ce qu'ils ont fait, parce qu'en lui, ils ne voyaient pas de contradiction. Ils ont vu un but. Le ciel martien s'assombrit à nouveau, mais sous lui marchent désormais des prêtres techniciens qui parlent de la guerre non pas en théorie, mais sur les chaînes de production. De nouveaux Titans furent construits.
Les chantiers navals orbitaux sont réactivés. Les grands moteurs de Mars, longtemps tournés vers l'intérieur, se tournent désormais vers l'extérieur, vers les étoiles. Et à partir de cette synthèse, un nouvel empire s'élèverait, non pas de la Terre seule, mais de Sol tout entier. L'empereur est revenu de Mars, non pas avec des richesses, mais avec une capacité. Et derrière lui, les forges brûlent, pas en tant que symbole, mais comme des promesses. Le Pacifique n'a jamais été calme pendant l'âge de la guerre. Il avait été le berceau d'empires profonds, bleus et vastes, parsemés d'îles-nations, de forteresses machines, de fonderies génétiques à moitié noyées sous les marées et les guerres. En ce temps-là, la mer ne séparait pas. Elle reliait les tyrans à travers l'eau comme un circuit tissé dans le sel. Mais lorsque l'empereur tourne son regard vers l'est, le Pacifique est devenu un chaudron de folie. La surface bouillonnait de barges de guerre cousues à partir de vaisseaux récupérés et de coques pré-cataclysmiques. En dessous, des cités coralliennes élevaient des hommes modifiés, plus grands, plus denses, au sang salé et enclins à la manie. Des civilisations entières vivaient isolées sous la pression et le courant, guidées par des chefs de guerre qui se faisaient appeler rois de l'océan, prophètes Léviathan ou rien du tout. Ils n'étaient pas unifiés, mais ils étaient nombreux, et ils étaient prêts. Les guerriers du tonnerre ne sont pas entrés par la flotte, mais par l'incursion. Des dropships transperçaient les nuages et lançaient des flammes, chaque déploiement étant une lance qui plongeait profondément dans des royaumes enchevêtrés qui n'avaient jamais craint le ciel. Ils atterrirent non pas à la surface, mais à l'intérieur, sur des villes flottantes, sur des trônes récifaux, sur des tours balayées par la mousson, où les éclairs traversaient les flèches de métal construites en l'honneur de dieux noyés. L'eau est d'abord devenue rouge, puis noire, et puis l'or, car sous le chaos, il y avait un schéma, dessiné non pas par les courants marins, mais par l'esprit de l'empereur. Chaque incursion est cartographiée, chaque région est pesée. Il ne cherche pas à conquérir la mer d'un seul coup. Il cherche à briser sa logique, briser les lignes qui relient les hydrocultes et les légions de sel, supprimer leur rythme. Le Pacifique n'était pas unifié. C'est ce qui faisait sa force et son destin. Un à un, les seigneurs des gènes tombèrent. Leur création, des soldats nés dans les marais, dotés de branchies, d'une peau transparente et d'un esprit déformé par les marées, était rapide, forte et totalement instable. Lors des premiers combats, certaines unités de Thunder Warrior ont failli face aux stratégies étrangères de ces ennemis nés dans la mer. Mais même les défaites sont devenues des données. L'empereur a tiré des leçons de chaque revers, plus vite que les mutations. C'est ainsi que les guerriers revinrent, armés différemment, entraînés à se battre dans la pression et le silence. Ils ne craignaient pas les ténèbres de la mer. Ils y mettaient de l'ordre, non pas avec des marines, mais avec une usure mesurée en siècles. Les citadelles sous-marines se fissurèrent de l'intérieur, leurs dômes se brisant sous l'effet des charges sismiques. Les chefs de guerre se noyèrent dans leurs propres trônes exsangues lorsque les systèmes d'oxygène tombèrent en panne, neutralisés par des signaux que personne ne se souvenait avoir construits. Certains rois de l'océan s'enfuirent vers le haut, sur des terres qu'ils avaient abandonnées depuis des générations. C'est là qu'on les trouva en train d'attendre, émerveillés par un soleil qu'ils n'avaient jamais vu. Et c'est là qu'ils ont pris fin.
Pourtant, la mer ne s'est pas rendue. Elle résista par des tempêtes et des sabotages. Des générations de marées artificielles, contrôlées par des machines biologiques perdues dans le temps, s'opposèrent à l'empiètement de l'empereur. De grandes bêtes marines, élevées pour la guerre et le culte, surgirent des tranchées pour détruire les constructions qui avançaient. Une île a été entièrement engloutie lorsque la croûte terrestre s'est fissurée en signe de défi, déclenché par un culte de la pression qui considérait la mort comme une pureté. L'empereur ne s'arrête pas. Il n'a pas riposté. Il a corrigé. Il n'a pas fait la guerre pour les effacer. Il s'est battu pour les remplacer. Et avec le temps, c'est ce qu'il a fait. Sur les rives occidentales de ce qui fut jadis la Pan Pacifica, au milieu des carcasses de vaisseaux spatiaux engloutis et des hydrogènes rouillés, l'empereur commença à construire quelque chose de nouveau. Pas une forteresse, pas un palais, une forge, pas en métal, des esprits. C'est ici qu'il a planté la graine de quelque chose d'immense, une installation qui ne portait pas encore le nom connu de l'avenir, mais qui avait déjà son poids, le berceau de ce qui deviendrait les laboratoires génétiques des légions Astartes. C'est ici, sous les falaises en ruine, où la mer pleurait encore ses rois déchus, que l'empereur commença à peaufiner les prochaines étapes. Les Thunder Warriors, magnifiques mais imparfaits, ont rempli leur mission. Mais les suivantes seront affinées. Ici, l'air n'est pas à la fête, mais au calcul. Des biovasques ont été creusés dans la roche. Les cryochambres s'ouvrent comme des poumons. Des spirales de données, encodées par des siècles de guerre, étaient introduites dans des cogitateurs raffinés avec du silicium martien. L'air salin portait l'odeur du sang et du pétrole, et quelque chose de nouveau en dessous. Quelque chose de plus propre, plus net. La mer, autrefois labyrinthe de résistance, est devenue un contexte de progrès. Ces peuples ont été intégrés, effacés ou oubliés. Il n'y avait pas de monument aux seigneurs des gènes déchus, aucun hommage aux empires noyés, seulement le silence et le bourdonnement d'un but. Le Pacifique est toujours agité de tempêtes, mais il ne dicte plus la forme du pouvoir. Il appartenait désormais à la main qui avait façonné Terra. Et c'est de ce rivage que l'empereur se préparait à façonner les étoiles. Ils ont été construits pour gagner, pas pour durer. Au début, les Thunder Warriors obéissaient sans poser de questions. Ils se déplaçaient là où on le leur demandait, écrasaient ceux qu'on leur montrait, et ne demandaient rien d'autre au monde que quelque chose à tuer. C'étaient des tempêtes artificielles, précises et jetables, parfaites pour une planète noyée dans le chaos. Ils n'avaient pas de mythe. Ils étaient le mythe, le marteau dans la main de l'empereur, sans phare, sans pitié. Mais quelque chose a commencé à changer. Pas en une seule fois, pas en un seul acte de défi. C'est venu par moments, éparpillé sur la terre brûlée, des aperçus d'une pensée au-delà de la fonction, une question posée, non pas à un supérieur, mais dans les airs, une pause avant d'appuyer sur la gâchette, une hésitation à la vue d'enfants courant dans les ruines que leurs mains avaient faites. Ils n'étaient pas censés penser, pas comme ça. Mais Terra était silencieuse maintenant, et dans ce silence, les pensées poussaient comme des mauvaises herbes. Le premier à avoir trop parlé s'appelait Cordus. C'est du moins ce dont les fragments se souviennent. Un guerrier né pour les sièges urbains, avec des bras comme des blindés, et une voix qui avait un jour brisé une porte de pierre en criant à travers elle. Il a commencé à se demander où se déroulerait la prochaine guerre, non pas avec faim, mais avec inquiétude. Et puis, il s'est demandé pourquoi il fallait qu'il y en ait une.
Ils ont essayé de le corriger, de le recalibrer. Mais le défaut n'était pas mécanique. Il s'agissait d'une prise de conscience. D'autres ont suivi. Des vétérans qui avaient mené des campagnes entières se demandaient maintenant pourquoi ils avaient été retirés du champ de bataille. Pourquoi de nouveaux soldats, plus silencieux et plus parfaits, les observaient. Pourquoi leurs blessures guérissaient-elles plus lentement? Pourquoi les généticiens ne répondaient plus à leurs appels? Ils l'ont remarqué. Ils commencèrent à se rassembler dans les coins de l'infrastructure naissante de l'Imperium. Des casernes à la périphérie des villes reconquises. Des bunkers depuis longtemps débarrassés de leurs ennemis d'origine. Ils n'étaient pas rebelles, mais ils n'étaient pas non plus dociles. Et dans leur rassemblement, ils ont parlé. Certains se souvenaient des batailles, des victoires, de la façon dont le monde brûlait plus fort lorsqu'il était inachevé. D'autres se demandaient à voix haute pourquoi ils portaient un nom, alors qu'ils n'étaient pas censés se souvenir d'eux. Et puis il y a eu ceux qui sont allés trop loin, qui a commencé à faire des croquis. Pas des plans de bataille, mais des idées, structures, visions. Un groupe proposa une ville entièrement gérée par les guerriers du tonnerre, maintenue comme une mémoire vivante de l'unification, en partie musée, en partie monument, en partie sanctuaire. Un autre groupe a commencé à compiler des comptes rendus de bataille depuis longtemps enterrés par la propagande, enregistrant ce qui s'est réellement passé et non ce qui a été déclaré. L'empereur ne dit rien. Il n'a pas répondu. Mais le silence n'était pas passif. Il a été mesuré. Lors d'un incident près des ruines du vieil Urch, un groupe de guerriers du tonnerre a tenté d'établir un bastion libre, déclarant qu'il s'agissait d'un refuge pour ceux qui avaient tout donné lors des guerres d'unification. Pas de rébellion, pas de menace, juste un endroit pour exister. La réponse a pris la forme d'un ordre de confinement. Pas d'explication, pas d'exigence, juste une autorisation. Lorsque les forces loyalistes sont arrivées, le bastion s'était effondré sous l'effet de son propre réseau électrique. Défaillance, ont-ils dit, une brèche dans le réacteur. Tous les dossiers sont scellés. Ailleurs, un Thunder Warrior qui avait commencé à prêcher, offrant des visions d'un avenir où les soldats ne seraient pas mis au rebut, a été retrouvé mort dans son sommeil. Insuffisance cardiaque, ont-ils dit. Une instabilité connue du génome. Il n'y a pas lieu d'enquêter. Et pourtant, ils ont parlé. Ils n'ont pas pu s'arrêter. Parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils avaient commencé à prendre conscience d'une vérité bien plus froide que la guerre. Ils n'étaient plus des soldats. Il s'agit d'obstacles. Leur corps est défaillant. La croissance accélérée s'accompagnait d'une dégradation accélérée. Les articulations se brisaient sous l'effet de leur propre masse. Les organes se liquéfiaient sans prévenir. Leurs esprits sont devenus instables, non pas à cause d'un traumatisme, mais à cause d'une programmation mal alignée qui n'a jamais été conçue pour durer. Ils étaient en train de mourir, pas par l'épée ou la balle, mais à dessein. Certains y croient encore. D'autres s'agenouillaient à la pensée de l'empereur, ne demandant qu'un but. D'autres pleuraient, sachant que leur victoire avait ouvert une voie dorée qu'ils ne suivraient jamais. Quelques-uns sont devenus violents, mais seulement à la fin, lorsque la douleur est devenue plus forte que le silence. Et pendant tout ce temps, l'empereur est resté distant. Pas cruel, juste terminé. Leur raison d'être n'est plus d'actualité. C'était un tonnerre sans limite. Et maintenant, ils résonnent dans un monde qui n'est plus le leur. La guerre était censée être terminée. Terra avait été mise au pas, ses seigneurs de guerre dispersés, ses rois fous brisés. Les guerriers du tonnerre avaient marché d'un pôle à l'autre,
transformant la ruine en alignement, le chaos en modèle. Le ciel brûlait moins maintenant. Les rivières coulaient plus clairement. Mais sous la surface, de vieilles racines palpitaient encore. Ils étaient allés très loin, ces derniers barons de la technologie, maîtres des moteurs oubliés et des programmations dérangées, gardiens tordus des voûtes de données scellées, avant que le premier guerrier du tonnerre n'ait respiré. Tandis que le monde d'en haut se remettait en ordre, ces quelques personnes refusaient. Ils observaient, cachés derrière des champs de déviation et des voiles de stase, laissant passer la tempête. L'attente. Puis, l'un d'eux s'est déplacé. Tout a commencé dans les plaines de Hy-Brasil, autrefois centre de la technologie de guerre, aujourd'hui tombeau de rouages et d'ossements. Là, le dernier baron émergea de sa forge catacombe et activa des protocoles intacts depuis 1 millier d'années. Pas des soldats, pas des armées, les monstres, la chair greffée au métal, la logique liée à la folie. Des titans, non pas du Collegia Mechanicum, mais de quelque chose de plus ancien, des machines de guerre plus sombres qui n'avaient d'autre but que l'escalade. Pas de nom, seulement des fréquences. Certains planaient, d'autres rampaient, d'autres encore se dressaient comme des tours de rage, couronnés de sirènes et de dents rouillées. Leur banque de données contenait les cris de villes disparues. Ils ne se réveillaient pas du sommeil, mais de la famine. L'empereur tourne à nouveau son regard, et les Thunder Warriors sont revenus sur le terrain. Beaucoup d'entre eux n'avaient pas combattu depuis des années. Ils étaient devenus plus fragiles, plus lents. Leurs esprits se fissuraient par le silence, leurs corps s'effondraient par degrés. Mais lorsque l'appel a été lancé, ils ont répondu, non pas avec espoir, mais avec faim. La guerre était la seule clarté qui leur restait. C'est ainsi que commence la dernière guerre d'unification. Ce n'était pas propre, ce n'était pas glorieux. Il était désespéré. Le tonnerre a rencontré l'acier dans des paysages déjà brisés. Des titans se sont lancés dans la bataille aux côtés de guerriers dont les cœurs battaient comme des tambours, leurs bras tremblants sous le poids d'armes qui n'étaient pas faites pour des mains humaines. Des provinces entières disparurent en quelques heures, aplaties sous des membres de la taille d'un bloc d'habitation. Les mers bouillaient lorsque les armes gravitationnelles se déclenchaient mal. Les montagnes ont hurlé lorsque les stabilisateurs atmosphériques se sont rompus. L'empereur envoie son silence devant lui. Sa volonté se manifestait par la coordination et non par le commandement. Il observait depuis l'orbite et depuis l'ombre, calculant les pertes avant qu'elles ne se produisent, acceptant le coup avant que le sang ne refroidisse. Les Thunder Warriors n'ont pas reculé. Ils avançaient comme ils l'avaient toujours fait, sans peur, sans penser à leur survie. Ils grimpèrent sur les dos brûlants des Titans rebelles, enfoncèrent des lames dans les noyaux d'énergie, se firent exploser à l'intérieur de machines dont les cœurs n'avaient jamais connu d'âme. Ils sont morts par légion, et pour chacun de ceux qui tombaient, un autre prenait sa place, sachant très bien qu'il suivrait. Mais quelque chose ne va pas. Pas avec l'ennemi. Avec eux. Leurs armes s'enrayent, leurs veines éclatent. Les ordres arrivent plus tard et plus lentement. Les supports qui se déplaçaient autrefois comme des éclairs traînaient maintenant comme de la rouille. Leurs lignes Vox sont statiques. Leurs renforts arrivaient sans Medicaid. Lorsqu'ils tombaient, ils n'étaient pas récupérés. Et lentement, ils ont commencé à comprendre. Cette guerre n'était pas une simple bataille. Il s'agissait d'une suppression. L'empereur ne les a pas retenus. Il avait attendu l'occasion idéale.
Une ultime guerre qui pouvait servir deux objectifs: éteindre les dernières résistances et les derniers Thunder Warriors. Ils étaient trop imparfaits, trop bruyants, trop conscients. Et maintenant ils sont utiles une dernière fois. Ils se sont battus, pas parce qu'ils y croyaient, parce qu'il n'y avait pas d'autre choix. L'une d'entre elles, baptisée 73 Chtonis, a survécu à la détonation d'une flèche de puits de gravité et en être sortie en traînant son propre bras coupé et en hurlant vers le ciel. Pas avec rage, mais de clarté. Il vit l'empereur qui le regardait, et l'empereur ne dit rien. Un autre bataillon a disparu sous des tirs orbitaux destinés à l'ennemi. Des tirs amis, leur a-t-on dit. Les dossiers ont été mis sous scellés. La bataille finale s'est déroulée dans les champs de cendres de Neopon Pacifica, où une mer autrefois en ébullition reposait désormais sans vie. Les guerriers du tonnerre chargèrent à travers les plaines de verre, côte à côte avec les titans forgés par Mars. L'ennemi tomba. Et c'est ce qu'ils ont fait. Lorsque cela a été fait, il y a eu un silence. Pas de monument, pas de nom. Seul l'écho du tonnerre s'évanouit dans un ciel qui ne se souvient plus de son grondement. Chapitre 9. La fin de l'unification. Il n'y a pas eu de bataille finale, pas de dernier combat gravé dans la légende, pas de seigneur de guerre défiant jusqu'à la fin. Les dernières cités-États sont tombées non pas dans le fracas du tonnerre, mais dans les chuchotements. Certaines ouvrirent leurs portes à des émissaires qui ne parlaient pas. D'autres furent retrouvées abandonnées, leurs murs de données bourdonnant encore, leurs rues balayées par le vent et vides, comme un rêve qui avait déjà quitté l'esprit de son rêveur. Terra, enfin, était à nouveau entière. Mais il n'a pas été guéri. Partout sur la planète, les cicatrices sont restées. Les villes ont été effacées. Les montagnes avaient été restructurées. Des régions entières n'existaient plus que sous la forme de désignations dans un nouveau lexique d'ordre. Les anciens noms avaient disparu. Les anciennes cultures étaient enterrées. La langue de Terra appartenait désormais au système que l'empereur avait créé, efficace, dépouillé, essentiel. Et ceux qui avaient servi à sa mise en forme n'étaient plus là. Les Thunder Warriors, autrefois architectes de la flamme et de la pression, n'étaient plus présents sur aucun registre. Leurs casernes sont restées silencieuses. Leurs noms, s'ils ont jamais été enregistrés, ont été enfermés dans des coffres sans clé. Leurs corps, ceux qui restaient, n'ont jamais été réclamés. Pas par une statue, pas par le silence. Juste oubliés. L'empereur ne dit rien. Pas de discours, pas de proclamation. Il ne s'est pas tenu au sommet du palais qui s'élevait désormais comme une montagne forgée de chagrin et de précision. Il n'a pas déclaré la victoire. Il n'en avait pas besoin. La victoire avait déjà réécrit le monde autour de lui. Pas dans la célébration, dans la certitude. La dernière ville à tomber n'était pas une forteresse ou une redoute. C'était un temple, pas à un dieu, mais à la mémoire. Située dans les hauteurs des Andes, elle a résisté pendant des années non pas par les armes, mais par le refus. Elle n'a pas fait la guerre. Elle n'a pas construit. Elle a simplement enduré. Ses prêtres disaient se souvenir du monde d'avant le feu, qu'ils portaient des chants plus anciens que le tonnerre, des noms plus anciens que les étoiles. Lorsque des émissaires arrivaient, ils étaient invités à les écouter. Lorsque les guerriers sont arrivés, les prêtres ont disparu. La ville a été trouvée vide. Son écho est la seule résistance.
C'était la dernière. Avec son absorption, il n'y a plus de frontières. La terre n'est plus fracturée. De l'Himalaya au fond des fosses du Pacifique, tout battait désormais d'une seule pulsation. Les routes étaient ininterrompues. Les satellites cartographiaient chaque souffle. Les océans étaient cartographiés. Les pôles ont été réaffectés. Un monde, une seule volonté. Et pourtant, pas de paix, pas vraiment. La paix est une fin. Ce n'était qu'un seuil. L'empereur, après avoir redessiné la surface de la terre, ne regarde plus vers le bas. Il tourne son regard vers le ciel, non pas avec nostalgie, mais avec intention. Au-dessus, le vide attend. Et au-delà, les braises éparses de la diaspora de l'humanité, colonies perdues, vestiges brisés, signaux vacillants appelant à travers des millénaires de silence. Terra était entière. Il est maintenant temps de rappeler les étoiles. Mais même dans le triomphe, des ombres subsistent. Les fondations avaient été posées par l'extinction. Les victoires avaient été cousues par l'attrition, la trahison et le dessein. L'accord martien, le sacrifice du tonnerre, la précision avec laquelle des peuples entiers avaient été effacés, tout cela formait les os de l'empire à venir. Sous le palais, les forges brûlaient plus fort. De nouvelles chambres furent creusées, plus profondes que toutes celles qui avaient précédé. C'est là que l'empereur commencerait sa prochaine création. Une nouvelle race, pas du tonnerre, pas instable, quelque chose de permanent. Les légions n'étaient pas encore nées, mais leur écho s'est fait entendre. Le mécanicum raffine de nouveaux alliages. Les voûtes génétiques se gonflèrent de plans révisés. Le rêve de conquête n'appartient plus à Terra, il appartient à l'humanité. Et au-dessus de tout cela, le ciel. Les étoiles regardent en silence, ignorant qu'une marée dorée se prépare. Pourtant, sous ce ciel, tout n'a pas été oublié. Certains se souviennent des villes disparues. Certains murmurent encore sur les guerriers qui ont trop parlé. À certains endroits, sous les décombres et le temps, des marques grossières subsistent. Un sigle qui n'a pas été tracé en signe d'honneur, mais de défi. Une marque gravée dans la pierre ou l'acier rouillé, enterrée dans les catacombes, mi-symbole, mi-avertissement. Un souvenir de tonnerre. L'unification est achevée. Mais le monde savait qu'il n'était pas sauvé, seulement corrigé. Il existe un endroit où les nuages effleurent la pierre et où le ciel arrive en premier. Le mont Ararat s'élève au-dessus de ce qui fut le monde connu. Son sommet est enveloppé de neige et de silence. Il a été le témoin de la montée des empires, de la ruine des prophètes. Et maintenant, à la fin de toute chose, il témoigne de quelque chose de plus ancien que toutes les Écritures. Une fête a été organisée, une invitation, dorée à l'honneur, résonna sur la surface brisée de Terra, atteignant ceux qui restaient. Les guerriers du tonnerre, ces quelques vétérans titanesques encore en vie, qui respirent encore, dont on se souvient encore, furent appelés à se dresser en gloire une dernière fois. Ils arrivèrent en silence, vêtus d'armures abîmées marquées par de vieilles victoires et de vieux regrets. Leurs pas craquaient le givre en gravissant la montagne, chacun d'eux étant lourd d'incertitude. Ils n'avaient pas été appelés depuis des années. Certains s'étaient crus oubliés, d'autres avaient prié pour l'être. Maintenant, ils sont venus. Des milliers de personnes se sont rassemblées sous un ciel doré. Autour d'eux, de grandes bannières cramoisies et ivoire claquaient au vent. Des flèches taillées dans la roche murmuraient des vox litanies, chantant les louanges non pas des dieux,
mais de la victoire. Des serviteurs se déplaçaient entre les longues tables, déposant des assiettes chatoyantes de mets exotiques. Des coupes d'or étaient remplies. Des feux sont allumés. Et au-dessus de tout cela, debout sous une grande arche de basalte poli, l'empereur observait. Il n'a pas parlé. Il n'en avait pas besoin. Sa seule présence était un sermon et un commandement. C'est ainsi que la fête a commencé. Les Thunder Warriors ont festoyé comme ils ne l'avaient jamais fait. Certains ont ri, d'autres buvaient avec un respect tranquille. Les souvenirs de camarades disparus depuis longtemps ont réchauffé l'air froid. Les cicatrices ont été montrées comme des médailles. De vieux noms passèrent entre des lèvres rugueuses, à demi oubliées mais jamais mal aimées. Ils ont porté un toast à leur bataille, le siège d'Urch, la désolation de l'Atlantique, la rupture de la Pan Pacifica. Ils ont porté un toast à leur mort. Ils ont porté un toast à eux-mêmes. Mais sous la joie, le malaise s'est emparé de l'assemblée. Trop de révérence, trop d'yeux qui regardent derrière des casques à miroir. Les gardiens étaient là, sentinelles silencieuses bordant les chemins, statues d'or et de pourpre. Ils ne mangeaient pas, ils ne souriaient pas, ils attendaient. Et pourtant, le vin a coulé à flot. Empoisonné, mais lentement. Il n'a pas été conçu pour tuer rapidement, seulement pour affaiblir, pour engourdir, pour rendre la réaction difficile. Certains guerriers du tonnerre l'ont remarqué. Une main tremblait là où elle n'avait jamais tremblé. Une vision floue qui avait autrefois vu à travers la fumée et la tempête. Mais ils n'ont pas agi, pas encore, car ils espéraient contre toute raison, que ce n'était pas ce qu'ils craignaient, jusqu'à ce que les klaxons retentissent. Pas de cérémonie, de l'abattage. Les gardiens se sont déplacés en premier, en douceur, précis, inévitable. Les bolteurs aboyèrent une fois, puis à nouveau. Des lames glissèrent hors de leurs fourreaux dorés. Les guerriers du tonnerre, à moitié drogués, se levèrent de leurs bancs, certains dégainant leurs armes, d'autres trop lents à se lever. Et le festin se transforma en massacre. La montagne gronde. Un à un, les héros de l'unification tombèrent. Certains moururent en tentant d'attraper leur empereur, leur sang imprégnant la neige qui n'avait jamais connu la chaleur. D'autres se sont déchaînés, renversant leurs assaillants comme des dieux en ruine, avant d'être terrassés par un nombre qu'ils ne pouvaient égaler. Il ne s'agissait pas d'une exécution, il s'agissait d'une élimination. L'abattage à dessein. Il était rapide par endroits, plus lent à d'autres endroits. Des formations entières de guerriers du tonnerre franchirent le cordon, se repliant dans des grottes de glace, tentant de se regrouper. C'est là qu'ils firent leur dernier retranchement, en jurant, en taillant des croupières à des ennemis qu'on qualifierait un jour de parfait. Ils n'ont pas supplié, ils n'ont pas plaidé. Ils se sont souvenus, et en se souvenant, ils se sont battus. L'un après l'autre, ils sont tombés. Certains ont disparu dans la glace, d'autres ont disparu dans la nuit, chassés, chassés encore. L'empereur ne lève pas la main, il a regardé, et quand ce fut fait, il s'est retourné et est parti. Pas d'éloge funèbre, pas de monument. La neige est tombée une fois de plus, silencieuse, absolue. Aucune trace de la fête n'a été conservée dans les archives officielles. Aucune statue n'a été érigée. Pas de défilé en l'honneur de ceux qui ont tout donné. Rien que du silence. Les Thunder Warriors ne sont plus qu'un murmure. Et ce murmure a été enterré.
mais pas complètement. Certains ont vécu, blessés, en fuite, modifiés. Ils sont devenus des fantômes, errant dans les lieux oubliés de Terra, portant de nouveaux visages et d'anciens noms. Quelques-uns se cachèrent dans des voûtes génétiques, d'autres dans des ruines qu'ils avaient autrefois détruites. L'un d'entre eux a sculpté un monument à la mémoire de ses frères dans les profondeurs du palais qui porte désormais le monde comme une couronne. Un monument que personne ne verra jamais. Avec le temps, le monde a évolué. Les Legiones Astartes s'élevèrent, plus propres, plus calmes, plus stables. Elles portaient le sigle de l'empereur et étaient porteuses de sa volonté. Ils étaient les fils d'un rêve que les guerriers du tonnerre étaient morts d'avoir fait naître, mais le rêve avait une tombe. Et il se trouve sous l'Ararat. Parfois, le vent y porte encore d'étranges échos. Un bourdonnement sourd, comme un tonnerre enfoui dans les eaux du monde. Il n'y avait plus d'ennemis à tuer, et pourtant les guerriers du tonnerre mouraient. Pas de blessures, pas de l'âge, mais de l'intention. Ils n'ont pas été conçus pour durer. Ils avaient été conçus pour conquérir, puis pour disparaître. Dans les premières années des guerres d'unification, ils semblaient invincibles. Des carcasses imposantes entourées d'une armure brutale, des voies qui portaient comme des avalanches sur des paysages urbains brisés, des yeux qui voyaient à travers la fumée et les éclats d'obus. Ils étaient le tonnerre incarné, des symboles non pas de pitié ou de raison, mais de triomphe inévitable. Mais le triomphe a un coût, et c'est eux qui ont payé. Leur créateur le savait depuis le début. La croissance accélérée, la maturité forcée, la force surmultipliée, tout cela avait un prix. Dégradation cellulaire, instabilité neurologique, des systèmes internes qui se retournent contre eux-mêmes une fois la mission accomplie. Rien de tout cela n'avait d'importance à l'époque. La victoire est le seul objectif. Mais à présent, alors qu'il n'y a plus de mondes à brûler, les défauts deviennent plus bruyants que les triomphes. Les os se brisaient sous leur propre poids. Les muscles se contractaient et ne se relâchaient jamais. Les esprits qui avaient autrefois élaboré des stratégies pour des campagnes entières ont commencé à dériver vers l'hallucination, la fureur et le silence. Certains ont vu des fantômes. D'autres ont crié des noms qui ne sont plus connus. La légende raconte que l'un d'entre eux est resté assis pendant 7 jours sur les ruines de son dernier champ de bataille, fixant un casque brisé. Il ne bougeait pas. Lorsqu'on vint le chercher, il était mort, mais pas de ses blessures, de l'effondrement. Le monde qu'ils ont créé n'a pas de place pour eux. Terra était en cours de reconstruction. Les routes étaient pavées. Les tours s'élèvent. On érigeait des statues de l'empereur, de la science, de l'avenir. Mais pas d'eux. Les guerriers du tonnerre n'étaient pas présents dans les fresques. Ils n'étaient pas nommés dans les litanies. Leurs exploits ont été réaffectés, discrètement intégrés au mythe ou confiés aux Astartes, la génération suivante, qui portait l'avenir sur ses épaules génétiquement parfaites. Les Thunder Warriors étaient trop réels, trop laids, trop imparfaits, trop nécessaires. C'est ainsi qu'ils ont été oubliés. Beaucoup ont essayé de se raccrocher à un objectif. Ils ont proposé de servir à nouveau, de former, d'enseigner, de construire. Mais leurs demandes ont été rejetées, ou pire, ignorées. Ils étaient des reliques, pas vénérés, stockés, et ensuite mis au rebut. Certains se sont cachés, d'autres sont devenus fous. Quelques-uns sont devenus violents. L'un d'eux, un guerrier nommé Uxlor, s'est emparé d'un centre d'entraînement des jeunes Astartes pour demander à parler à l'empereur. Il a crié pendant des heures avant qu'il ne vienne.
Il est mort entouré de 20 cadavres, et un seul mot a été gravé dans le mur avec son propre sang. Rappelez-vous. D'autres ont tout simplement disparu dans les étendues sauvages, marchant jusqu'à ce que leur corps s'affaiblisse. Leurs armures gisent encore à moitié enterrées dans les dunes ou encastrées dans les parois des falaises, confondues avec des épaves. Les passants sentent une pression dans l'air, comme si le tonnerre pouvait encore attendre sous la poussière. L'empereur n'a jamais abordé la question de leur déclin. Aucune cure n'a été proposée. Aucune cérémonie n'a été organisée. On a laissé la faille dans leur biologie se déployer comme une arme à retardement. Une vérité à retardement écrite dans le sang. Il n'y aurait pas de soulèvement. Pas d'insurrection des Titans. Ils mourraient lentement, tranquillement. Et le monde ne s'arrêterait pas. Même les quelques survivants d'Ararat, ceux qui ont échappé à l'abattage, qui se sont cachés dans les interstices de la civilisation, n'étaient pas en sécurité. Certains ont essayé d'en trouver d'autres. Ils échouèrent. D'autres enterrèrent leurs armures et prirent de faux noms, vivant au milieu des gens de basse extraction comme des géants en déclin, leurs immenses carcasses dissimulées dans l'ombre. Mais la douleur n'a jamais disparu. Leur corps les a trahis, et leur esprit les a encore plus trahis. Parce qu'en dormant, ils se souviennent. Les charges, les batailles, le moment où ils ont cru qu'ils signifiaient quelque chose. Quand Terra s'est agenouillée, quand le ciel a saigné, quand l'empereur s'est tenu au centre de la tempête, et qu'ils se sont sentis saints, même s'ils ne l'étaient pas. Maintenant, il n'y a plus que le silence. Et le silence n'était pas une récompense. C'était le son de l'oubli. Certains ont essayé d'écrire, d'autres d'enregistrer. L'un d'eux a gravé avec ses doigts les murs d'une grotte, décrivant les frères qu'il avait perdus. Un autre a gravé des noms dans la pierre avec ses dents après que ses mains eurent échoué. Aucun d'entre eux n'a survécu. Ils ont été nettoyés, supprimés. Le nouvel impérium n'avait pas besoin de tels échos. Les Astartes se sont levés, grands, glorieux, stables. Leurs noms ont rempli les histoires. Leurs victoires ont été gravées sur les bannières. Ils sont devenus les fils élus de l'empereur. Et les Titans qui ont pris la route, ils sont devenus poussière. Mais la poussière se souvient, dans des endroits oubliés, sous les pierres de fondation, des fragments subsistent, des plaques d'armure dont le sang ne peut être nettoyé, des voxlogs corrompus par des voix qui crient, pleurent et chantent de vieilles chansons de marche. Et parfois, dans le calme profond qui précède l'aube, lorsque les machines ne s'agitent pas et que la lumière n'entre pas, on peut encore entendre un son grave dans le vent. Un grognement. Un nom, un avertissement. Dans les murs du palais impérial, au milieu des voûtes dorées et des couloirs éclairés par des arcs taillés dans les eaux du monde, une nouvelle race se tenait en silence. Grande, immaculée, inébranlable. Ils ne portaient aucune fissure dans leur armure, aucun poids d'échec dans leur posture. Leur visage, qu'il est rare d'apercevoir, ne portait ni âge, ni cicatrice, ni doute. Les gardiens sont arrivés. Ils n'ont pas remplacé les Thunder Warriors. Ils les ont effacés. Là où les Thunder Warriors ont été construits pour conquérir, les Custodes ont été forgés pour durer. Leur création a été plus lente, plus délibérée. Ils n'étaient pas produits en série. Chacun d'entre eux était façonné avec une précision proche de la révérence. Leurs esprits ont été aiguisés pour se concentrer sur un point précis. Leurs corps ont été affûtés pour durer. Ils n'étaient pas des frères d'armes, mais les instruments parfaits d'une volonté singulière. Ils n'ont pas posé de questions. Ils ne se sont pas souvenus.
et en présence de l'empereur, il ne bronche pas. Les Thunder Warriors l'avaient appelé père dans les moments calmes, jamais à haute voix. Les custodes n'avaient pas besoin de tels mots. Ils ne demandaient pas à être des fils. Ils étaient des outils, beaux, éternels et sans besoin. Ils étaient ce que l'empereur avait toujours voulu, sans compromis. Alors que l'ancien monde s'éteint, les gardiens prennent leur quartier, le long des avenues du palais intérieur, devant les portes des tours stratégiques, dans la salle de Leng, où étaient prises les décisions qui allaient façonner les étoiles. Leur silence n'était pas vide, il était ordonné. Chacun de leurs pas résonnait d'un but précis. Mais les murs se souviennent. Le palais avait été érigé sur des fondations imprégnées de guerre. Sous la pierre polie et les conduits ronronnants se trouvaient les cicatrices des sièges et le sang des anciens géants. Les guerriers du tonnerre s'étaient battus ici. Certains y sont morts. Leurs empreintes étaient enfouies sous les dalles de marbre. Leur voix, longtemps étouffée, résonnait encore dans les heures calmes, là où aucun gardien ne s'aventurait. Il y avait des salles scellées depuis l'époque de l'unification, des armureries qui ne s'ouvrent plus, des casernes transformées en archives. Certains prétendaient que les machines fonctionnaient encore en secret, que quelque part dans les bunkers profonds et oubliés, un guerrier du tonnerre vivait encore, enfermé dans une stase défaillante, rêvant de champs de bataille qui n'existaient plus. Mais aucun n'a demandé. Personne n'a cherché. Le progrès ne regarde pas en arrière. L'empereur lui-même n'en a plus jamais parlé. Pas dans un discours, ni en conseil. Leur service, leur sacrifice, leur extinction, tout cela était oublié entre les lignes de données et de politique. Dans ces couloirs, la nostalgie n'avait pas sa place. Il n'y avait de place que pour la fonction. Seulement l'étape suivante. C'est ainsi que les custodes sont devenus le nouveau symbole de la loyauté. Non pas par le triomphe, mais par l'excellence. Ils ne se sont pas brisés. Ils n'ont pas saigné là où l'empereur pouvait voir. Ils n'ont jamais demandé pourquoi. Contrairement aux Thunder Warriors, ils n'avaient pas de calendrier. Ils n'ont pas brûlé rapidement. Ils ont perduré, siècle après siècle, sentinelle après sentinelle, alors que l'âge d'or était tiré du feu et de la mémoire. Leur entraînement était brutal mais artistique. Leurs esprits étaient conçus pour une clarté inébranlable. Ils n'étaient pas nombreux, mais ils étaient suffisants. Un seul gardien valait des escouades entières. Leurs armures ne brillaient pas de fierté, mais d'inévitabilité. Ils étaient la lumière réfractée par l'or et le silence, façonnés pour garder et non pour questionner. Ils sont passés devant des statues qui ne portaient pas le nom de Thunder Warrior. Ils gardent des trônes qui n'ont jamais connu la voix des morts. Et pourtant, de temps à autre, lorsque le vent tournait sous les hautes voûtes et que la lumière dorée s'inclinait contre le marbre, on disait que l'on pouvait encore entendre des échos. Pas fort, pas clair, mais là, un bruit de pas qui n'avait pas lieu d'être, un grognement dans une langue qui n'est plus parlée, un nom chuchoté à travers des filtres en laiton par une bouche depuis longtemps dépoussiérée. Les custodes ne se sont jamais retournés. Ils ne croyaient pas aux fantômes, mais le palais savait. Et l'empereur, peut-être, se souvint. Même s'ils ne le diraient jamais, ils ne sont pas tous morts. Même si la montagne a saigné, même si les salles ont été nettoyées, même si les histoires ont tourné leur visage vers la lumière, certains guerriers du tonnerre ont enduré. Une poignée d'entre eux, dispersés comme des charbons sous une chute de neige, enterrés mais toujours brûlants. Ils se déplaçaient dans l'ombre,
pas comme des guerriers, mais comme des échos, des corps défaillants, des esprits fragmentés, mais quelque chose en eux refusait de s'éteindre. Dans les sous-sols des vieilles archéologies, dans les cryptes profondes des cités abandonnées depuis longtemps, ils s'attardaient, certains seuls, certains par 2 ou 3, d'autres encore dans des armures qui gémissaient à chaque mouvement, les esprits machines qui les habitaient oubliant leur raison d'être. Ils ne se parlaient qu'entre eux, avec soin, tranquillement. Ils n'utilisaient pas de noms réels, mais seulement des codes construits à partir de la mémoire. Car les noms, maintenant, sont dangereux. Le monde avait évolué, et porter un nom forgé lors de l'unification, c'était inviter la lame. Un survivant, mi-chair, mi-métal, vivait sous la croûte de l'hémisphère ombragé de Luna. De sa main restante, il gravait des histoires sur les murs de basalte, revivant des batailles que personne ne voulait revendiquer. Un autre dérivait à travers les flottes nomades des océans équatoriaux, chuchotant des histoires aux enfants des chefs charognards, avant de disparaître avant que quiconque n'ose s'interroger sur ce qu'il était. Ils s'en souviennent. Et pendant un certain temps, ils ont cru qu'on se souvenait d'eux. Mais le temps est un assassin discret. Bientôt, même leurs mythes ont été expurgés. Les légendes se fondent les unes dans les autres. Leurs titres, nés de l'orage, mains de cendre, parents du feu, se confondirent avec des paraboles racontées pour effrayer ou divertir. Leurs actes, qui constituaient autrefois le fondement de l'ordre impérial, furent classés comme des fabrications ou attribués à d'autres. Certains les appelaient des prototypes, d'autres disent qu'ils n'ont jamais été réels. Et peu à peu, ceux qui sont restés ont commencé à voir le schéma. Ils n'ont pas été effacés parce qu'ils ont échoué. Ils ont été effacés parce qu'ils avaient trop bien réussi. Ils avaient fait ce pourquoi ils étaient faits: conquérir, dévaster, unir. Ils avaient construit le chemin avec leurs os, et une fois qu'ils l'avaient parcouru, leur but s'était éteint, mais pas proprement, pas complètement, pas gentiment. La vérité n'est pas venue comme une révélation, mais comme une érosion, un lent effritement de l'illusion. Ils ont commencé à comprendre qu'ils n'avaient pas été des dieux. Ils n'ont été que des outils. Et pire encore, ils étaient jetables. Aucune statue ne portait leur image. Aucune guerre ne portait leur nom. Les fondations de l'impérium avaient été posées sur leurs cadavres, et maintenant ces pierres portaient des gravures différentes. Les Astartes, lorsqu'ils sont arrivés, ont hérité non seulement de la bénédiction de l'empereur, mais aussi du récit. Ils étaient les guerriers éternels, les sauveurs de l'humanité. Les Thunder Warriors, des dysfonctionnements, erreurs, fiction. L'un d'eux, courbé par l'âge et l'échec, a un jour gravé une phrase dans la rouille de la coque d'un navire avant de disparaître dans le vide. Nous étions des dieux, mais seulement jusqu'à ce que nous le sachions. Un autre, à moitié fou et à moitié machine, commença à envoyer des salves cryptées dans le vide, à la recherche de quelqu'un qui pourrait se souvenir. Les signaux, remplis de chants de guerre et de noms oubliés, ne trouvèrent aucune réponse. Seul le silence régnait, comme si la galaxie elle-même avait décidé d'oublier. Mais la vérité a de la gravité. Même enfouie profondément, elle tire. Ici et là, des documents émergeaient, des captures d'images mal classées, des mentions dans des textes interdits, un casque brisé récupéré sous le sol d'un palais. Des serviteurs dont les protocoles étaient trop vieux pour être mis à jour marmonnaient parfois des termes tels que Thunder Pattern 9 ou Genomorph War Stage Alpha. Certains archivistes, tard dans la nuit,
se sont retrouvés face à des trous dans la chronologie qui ne s'expliquaient pas. Et ils se sont interrogés. Pas assez pour agir, mais suffisamment pour chuchoter. Certains parlent encore des Thunder Warriors, dans les zones oubliées de Terra, sur des vaisseaux vides plus anciens que l'espoir, dans les tunnels sous Mars où la poussière rouge s'accumule comme un regret. Ils ne parlent pas par révérence, mais par souvenir. Car tous les fantômes ne se contentent pas de s'effacer. Certains restent, non par vengeance, mais par vérité. Parce qu'ils ont marché avec l'empereur avant que les étoiles ne soient siennes. Parce qu'ils ont saigné pour un rêve qui ne voulait pas saigner pour eux. Parce qu'ils n'ont jamais été remerciés, seulement utilisés, puis jetés. Et pourtant, ils ne maudissent pas. Ils ne crient pas. Ils ne font qu'attendre. Dans le silence, dans l'ombre, ils attendent que quelqu'un regarde. Le mont Ararat est calme maintenant. Le vent murmure sur ses crêtes avec le doux chuchotement d'un deuil respectueux, brossant la neige sur la pierre là où aucun pas n'a résonné depuis des siècles. Il n'y a pas de monuments ici, pas de plaques, pas de mausolées, pas de flamme éternelle. La plus grande trahison jamais née sur Terra a été cachée derrière un rituel, puis effacée à nouveau derrière un rituel. Mais la montagne se souvient. Son sol boit lentement et n'oublie jamais. Il y avait eu des bannières autrefois, des soies brillantes brodées de noms aujourd'hui perdus. Les fils d'or brillaient dans la mince lumière du soleil, et la musique s'élevait comme de l'encens vers les nuages. Il s'agissait d'une célébration, du moins c'est ce qu'on leur a dit. L'empereur avait convoqué les guerriers du tonnerre, ses premières créations, ses premiers soldats, pour les honorer. C'était un mensonge cousu d'or. Les Thunder Warriors étaient venus en toute confiance. Ils étaient arrivés comme des frères, boiteux et fiers, fissurés mais intacts. Ils s'étaient battus pour lui, avaient saigné pour lui, avaient écrasé le monde sous son commandement. Ils avaient été les architectes de l'unité. Ils se croyaient reconnus. Au lieu de cela, ils ont été conduits à un festin, et du festin à l'abattage. La bataille qui s'ensuivit ne fut pas consignée dans les archives impériales. Aucune campagne n'a été répertoriée, aucune déclaration d'engagement ennemi n'a été faite. Elle n'était pas considérée comme une guerre. Elle était qualifiée de nécessaire. Ce qui s'est passé à Ararat n'a pas été consigné à l'encre ou dans des données. Il a été gravé dans la chair, puis enterré sous le silence. Mais le sang laisse des traces dans la terre, et les eaux d'Ararat en sont imprégnées. Aucun mémorial n'a été construit, pas de tour, pas de tombeau. L'empereur n'en parla plus jamais, et ceux qui le firent furent réduits au silence ou disparurent. Même les gardiens qui ont exécuté la purge sont restés stoïques, ne nommant jamais ce qu'ils avaient fait, n'admettant jamais ce qu'ils avaient détruit. Ils ont obéi, et l'obéissance n'a pas besoin de remords. C'est ainsi que les tombes sont restées anonymes. Les cadavres, là où ils ne pouvaient être brûlés ou récupérés, ont été abandonnés au vent et à la pierre. Des Titans, encore dans leur armure, enterrés par le temps lui-même. Certains disent que la neige ne les a jamais vraiment recouverts. Lorsque les tempêtes passent, les formes émergent à nouveau, silhouettes imposantes sur les pentes, agenouillées ou effondrées, figées dans un ultime défi. La montagne sait. Dans certaines configurations de vent, on peut encore entendre des voix, non pas en langage, mais en résonance. Le faible bourdonnement des chants de bataille, le rythme des bottes qui tonnaient autrefois dans la tempête, le pouls d'un objectif devenu obsolète. Les histoires ne les mentionnent pas. Elles ont été absorbées, réutilisées, réécrites.
Leurs victoires sont attribuées à des forces sans nom. Leurs morts ont été mises sur le compte de la décadence, de l'échec, d'accidents de conception. Il était plus facile de les oublier que de les expliquer. Plus facile de les qualifier de défectueux que d'admettre qu'ils ont été utilisés. Mais certains cherchent encore l'Ararat. Des archivistes dont la curiosité dépasse la prudence. Des pèlerins qui affirment avoir eu des visions dans la neige. Des prêtres techniciens malhonnêtes qui croient que les données enfouies dans la croûte de la montagne peuvent encore parler. Ils arrivent en silence et repartent changés. Certains trouvent des armures à moitié enfouies dans la glace, des doigts encore serrés autour de lames brisées. D'autres ne trouvent rien d'autre qu'une terre brûlée qui ne pousse pas. Certains ne reviendront jamais, parce que la montagne n'aime pas être dérangée. Autrefois, il contenait un miracle. Et puis, il y a eu un massacre. Certains disent que l'empereur y marche toujours, non pas encore, mais en écho. On peut sentir sa présence dans l'air raréfié, lourde et vigilante. D'autres affirment qu'il s'est détourné de l'Ararat pour toujours, ne voulant pas voir le prix gravé dans sa pierre. Mais les tombes demeurent, sans nom, non enregistrées. C'est indéniable. Et si l'impérium ne marque pas le site, la montagne marque l'impérium. À chaque fois, un nouveau soldat est forgé. Chaque fois qu'un nom est effacé d'un registre, chaque fois le progrès exige des sacrifices. La montagne ronronne un peu plus fort. Les Thunder Warriors ont disparu. Leurs ossements n'ont pas été réclamés. Leur héritage n'a pas été écrit. Mais la terre se souvient, et la mémoire, avec le temps, trouve une voie. Ils n'étaient pas censés survivre. Le festin était définitif, la purge absolue. Le tonnerre devait se taire d'un seul coup, ne résonner que dans les salles enterrées et les zones de guerre oubliées. Mais la guerre n'est jamais aussi nette. Même les dieux meurent de façon inégale. Quelques-uns sont passés au travers. Dans la flamme et la trahison, dans l'effondrement des voûtes et la pierre maculée de sang, ils ont enduré. Certains ont fui avant que le massacre ne commence, avertis par l'instinct ou par des souvenirs trop bruts pour être ignorés. D'autres se frayèrent un chemin vers la sortie, blessés, boitants et à moitié aveugles à cause de la trahison. Une lame dans le flanc, une brûlure au plasma sur les côtes, des noms hurlés dans l'air, sans réponse. Et puis, le silence. Ceux qui se sont échappés n'ont trouvé aucun sanctuaire, ni dans les montagnes, ni dans les villes. Des ruches surgissant de la terre comme des cathédrales naissantes. Elles étaient trop grandes, trop bruyantes, trop mal adaptées au nouveau monde qui fleurissait dans leur ombre. L'impérium s'élevait, mais pas pour eux. Ils l'avaient construite, et elle n'avait pas de porte pour eux. Certains ont disparu dans les profondeurs de Terra, errant dans les déserts morts depuis longtemps et dans les cratères brûlés par les radiations, où l'air se souvient encore du feu. Là, ils sont devenus des mythes. Le marcheur cramoisi du gouffre de Gobi, celui qui hurle sous Ursh. Les chasseurs les apercevaient au crépuscule, des silhouettes massives dans des armures craquelées, les yeux luisants derrière des lentilles cassées. D'autres se sont réfugiés dans d'anciens bunkers de guerre, s'enfermant dans un sombre silence. L'un d'eux a construit un petit dôme d'acier rouillé sous les eaux d'une ancienne forteresse, où il a gravé des noms sur les murs jusqu'à ce que ses mains lâchent. Il ne parlait à personne, mais lorsque le vent passait par les bouches d'aération, il transportait de la musique, moitié hymne de guerre, moitié berceuse. Quelques-uns ont quitté Terra.
De vieux vaisseaux, à moitié enterrés pendant les guerres, ont été déterrés et mis en orbite en boitant. Ils se glissaient entre les grilles de patrouille, trop vieux pour être enregistrés, trop fous pour être prédits. Ces guerriers du tonnerre ont dérivé à travers les étoiles comme des fantômes en forme de guerre. Certains ont trouvé de nouveaux mondes. Aucun n'a trouvé la paix. Ils n'ont pas essayé de déclencher des rébellions. Ils n'ont pas cherché à se venger. Non pas parce qu'ils ont pardonné, mais parce qu'il n'y avait plus personne pour se battre. Leur empereur les avait abandonnés, et ceux qui s'élevaient en son nom ne parlaient pas leur langue. Ils portaient de l'or, certes, mais ils saignaient froid. Les custodians regardaient à travers eux, et les Astartes ne les connaissaient pas du tout. Ce n'étaient pas des traîtres, ils n'étaient même pas des menaces. Ils ont tout simplement disparu. L'Imperium n'a donc pas poursuivi. Pas d'équipe de tueurs, pas d'assassins, aucun ordre n'est donné. Le silence a été la condamnation la plus forte. Personne n'est venu terminer ce qui avait été commencé. Mais personne n'est venu non plus pour les aider. Leurs blessures physiques et autres n'ont pas été soignées. Leurs esprits se sont effilochés. Leurs corps se sont effondrés sous l'effet des défauts de conception inscrits dans leurs gènes. Ils mouraient lentement, silencieusement, de façon inégale. Et l'empereur n'a rien fait. Pas même un murmure. Pas même un mot. Cela aurait été plus facile s'il avait envoyé des bourreaux, si les custodes étaient venus dans la nuit pour finir le travail. Mais ils ne l'ont jamais fait. Les guerriers du tonnerre furent laissés à l'abandon dans les ruines de leur triomphe. Ils devaient trébucher dans un monde qu'ils avaient conquis et n'y trouver aucun refuge. Et pourtant, certains ont tenu bon. L'un d'eux a élu domicile dans les plaines de cendres d'un continent mort, élevant des cercles de pierre qui captaient le vent et chantaient. Un autre errait dans les souterrains de Nova Aquila, sans visage, sans voix, traînant une lame relique dans la terre comme un bâton de berger cassé. Un autre flottait en orbite au-dessus de Luna dans un vaisseau cercueil, maintenu en vie par des machines dont il se souvenait à peine de l'utilisation, observant le monde d'en bas qui avait oublié son nom. Autrefois, ils avaient brûlé des montagnes. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus allumer un feu sans que leurs mains ne tremblent. Mais ils se sont souvenus. Ils se souvenaient de la charge à travers les champs de glace, le hurlement des moteurs à fusion dans le ciel de sang, la façon dont l'empereur les avait regardés, non pas avec affection, mais avec détermination. Ils avaient vécu dans ce regard, et lorsqu'il s'est détourné, ils ont commencé à s'éteindre. Certains ont écrit, d'autres ont enregistré. L'un d'eux a gravé ses mémoires sur des plaques de céramique à l'aide d'un clou en diamant et les a laissées en orbite, à la dérive, comme des offrandes votives. Elles ne portaient pas de titre, seulement la première ligne. Nous étions les premiers. Nous n'étions pas censés être les derniers. Personne ne les a jamais trouvés, ou s'ils l'ont fait, ils ne l'ont pas partagé. L'empereur n'a jamais envoyé de poursuite. Mais il n'a jamais envoyé d'aide. C'était peut-être de la pitié. Peut-être était-ce de la cruauté. Ou peut-être croyait-il que les dieux ne devaient pas survivre à leur mythe. Dans des endroits cachés, les Titans tombent. Ni avec fureur, ni avec flamme. Ni dans une charge glorieuse, ni dans un dernier combat. Ils tombent en silence, seuls, morceau par morceau. Ce que les Thunder Warriors ont enduré sur le champ de bataille n'a jamais été ce qui les a défaits. Leur fin est arrivée plus tard, avec le temps, la décrépitude, la lente violence de l'oubli du monde qu'ils avaient construit. Ils n'étaient pas faits pour durer. Leur créateur le savait. Peut-être qu'au fond d'eux-mêmes,
Ils l'ont toujours su aussi. La détérioration a commencé subtilement. Fracture de la mémoire, spasmes musculaires, des explosions soudaines et irrationnelles de colère ou de chagrin. L'armure qui lui allait comme une seconde peau commença à s'irriter. Les implants vacillent, les os gémissent sous le poids qu'ils portaient auparavant comme de l'air. La force est restée, mais elle s'est retournée contre eux. Un survivant a tenté d'en garder une trace. Il a répertorié la dégradation de son corps dans des gravures sur la pierre, articulations qui se bloquent, hémorragies internes, hallucinations. Il a écrit jusqu'à ce que sa vue baisse. Puis il a cessé d'écrire, mais pas parce que l'histoire était terminée. D'autres sont partis rapidement. Certains de leurs propres chefs. Non par faiblesse, mais par clarté. Ils ont compris la spirale avant qu'elle n'atteigne sa profondeur. Une lame, un tir de plasma, une chute silencieuse dans le vide d'un cratère. Leur mort était des actes privés de contrôle sur des vies qui ne leur appartenaient plus. Et puis il y a eu ceux qui se sont perdus lentement. Pas à la mort, à la folie. Ils parlaient aux fantômes. Ils répondaient à des ordres jamais donnés. Certains croyaient que les guerres faisaient toujours rage. Un survivant tenait un émetteur rouillé et aboyait des ordres dans l'obscurité, convaincu que ses frères étaient toujours là, à attendre leurs coordonnées. Un autre arpentait les ruines d'un temple, inscrivant des glyphes tactiques dans la terre avec des doigts tremblants, encore et encore, jusqu'à ce que sa peau s'use. L'empereur n'est pas venu. Aucun baume n'a été offert, aucun remède, aucune reconnaissance, pas même un nom. Les Astartes s'élevèrent, éternels et glorieux, fils brillants d'une machine de guerre parfaite. Mais les guerriers du tonnerre ne furent pas honorés. Ils n'ont pas été récompensés par des lauriers et n'ont pas été enterrés dans des tombes sanctifiées. Ils ont tout simplement disparu. Leurs tombes sont dispersées et ne sont pas marquées. Certains reposent sous des villes, leurs corps ayant été murés par des équipes de construction qui n'ont jamais su ce qu'elles avaient trouvé. D'autres sont enterrés dans des terres qui ont changé de nom une douzaine de fois depuis, ensevelis sous la flore et les mythes. Les rares personnes qui se souviennent d'eux, qui s'en souviennent vraiment, ne parlent qu'en chuchotant. Un guerrier qui s'est déplacé comme un glissement de terrain, une silhouette aperçue dans les tempêtes acides des terres du Sud, un nom trop lourd pour être prononcé à voix haute. Les histoires demeurent, mais la vérité s'est évanouie. Leur agonie n'a pas de chroniqueur, leur grandeur n'a pas de sanctuaire, leur souffrance a été voulue. Pourtant, leur force ne s'est pas éteinte. Pas tout à fait. Dans les coins sombres de l'Imperium, des rumeurs font surface. Un guerrier à l'armure fissurée a combattu seul le soulèvement d'une secte, disparaissant avant que l'on puisse lui adresser des remerciements. Une voix, modulée par d'anciens vox, s'immisce dans les signaux astropathiques avec des avertissements que personne ne comprend. Un étendard de combat, vieux de plusieurs siècles, retrouvé dans l'épave d'une flotte de raids du chaos, sans que l'on sache comment il s'est retrouvé là, ces fragments ne peuvent être prouvés. Mais on ne peut pas non plus les nier. Les Thunder Warriors ont peut-être disparu, mais il en reste quelque chose. De la même manière que les Astartes s'arrêtent encore devant les statues de géants sans nom. Dans la peur qui se lit dans les yeux des grands seigneurs, lorsque l'on parle trop ouvertement de l'unification. Dans le silence qui s'installe lorsque le nom d'Ararat est prononcé lors d'un conseil de guerre. Car ils n'ont pas été totalement oubliés. Seulement enterrés. Et même enterrés, les cassures peuvent encore résonner.